Emma de Jane Austen, partie 6. Chapitre 27. Emma ne regretta pas d'avoir eu la condescendance d'aller chez l'école. Cette soirée lui laissa d'agréables souvenirs pour le lendemain, et si elle devait perdre une partie de son prestige de recluse volontaire, elle avait, en revanche, gagné une solide popularité. Elle savait que l'école avait été ravie, et elle ne doutait pas d'avoir laissé derrière elle un sillage d'admiration. Le bonheur parfait, même en imagination, est rare. Il y avait 2 points sur lesquels Emma n'était pas parfaitement tranquille. Elle craignait d'avoir transgressé les règles de la solidarité féminine en confiant ses soupçons sur les sentiments intimes de Jane Fairfax à Frank Churchill. Toutefois, elle se sentait flattée d'avoir gagné si complètement le jeune homme à ses vues, et le succès la portait à se montrer indulgente pour elle-même. L'autre raison de remords avait aussi rapport à mademoiselle Fairfax, et cette fois, il n'y avait pas d'hésitation. Elle regrettait sincèrement l'infériorité de son propre jeu et de son chant. Elle s'assit et étudia pendant 2 heures sérieusement. Elle fut interrompue par l'arrivée d'Henriette, et si les éloges de cette dernière avaient pu la satisfaire, elle eût été tout à fait réconfortée. « Oh, si je pouvais jouer du piano comme vous et mademoiselle Fairfax !»« Ne vous mettez pas sur le même rang, Henriette. Mon jeu ne ressemble pas plus à celui de Jane Fairfax que la lumière d'une lampe à celle du soleil. »« Est-ce possible ? Il me semble au contraire que vous jouez mieux. Tout le monde hier soir admirait votre talent. Les gens compétents ont dû s'apercevoir de la différence. La vérité, Henriette, c'est que mon jeu est juste assez bon pour mériter d'être loué et que le sien est au-dessus de tout éloge. Monsieur Cole a dit que vous aviez tant de goût. Monsieur Frank Churchill a également admiré votre style, et il a ajouté qu'il mettait cette qualité bien au-dessus du mécanisme. Oui, mais Jane Fairfax possède les 2. Êtes-vous sûr ? Je ne sais pas si elle a du goût. Personne n'en a parlé. De plus, j'ai horreur d'entendre chanter en italien. On ne comprend pas un mot. D'autre part, si elle joue bien, c'est qu'aussi elle y est obligée comme professeure de musique. Les Cox se demandaient hier soir si elle entrerait dans une grande famille. Comment avez-vous trouvé les Cox ? J'ai trouvé qu'ils avaient, comme d'habitude, l'air très commun. J'ai appris par eux une nouvelle, dit Henriette avec hésitation. Du reste, sans grande importance. Emma fut obligée de demander de quoi il s'agissait, tout en craignant fort une réminiscence de M. Elton. M. Martin a dîné avec eux samedi dernier. Ah ? Anna Cox a beaucoup parlé de lui. Elle m'a demandé si je comptais faire un séjour chez eux l'été prochain. Je me demande pourquoi elle m'a fait cette question. Elle a été impertinente et curieuse, et je n'en suis pas étonnée. À dîner, il était, paraît-il, assis auprès d'elle. Mademoiselle Nash croit que l'une ou l'autre des Cox serait très heureuse de l'épouser. C'est bien probable. Je crois que ce sont, sans comparaison, les filles les plus vulgaires d'Highbury. Henriette ayant affaire chez Ford, Emma crut plus prudent de l'accompagner. Elle craignait une nouvelle rencontre avec les Martin qui, dans les circonstances présentes, pouvait présenter des inconvénients. Dans les magasins, Henriette, tentée par tout ce qu'elle voyait, était toujours très longue à ses achats. Emma la laissa en train de manier des mousselines et s'avança vers la porte pour se distraire. Les premiers spectacles qui s'offrirent à ses yeux manquaient d'intérêt. Ce fut d'abord le boucher dans sa carriole, une vieille femme proprette qui rentrait chez elle son panier plein de provisions sous le bras, 2 chiens se disputant un os, un groupe d'enfants arrêtés devant la vitrine d'un boulanger. Mais soudain, la scène s'anima et 2 personnes apparurent. Madame Weston et son beau-fils. Emma supposa qu'ils se dirigeaient vers Hartfield. Ils s'arrêtèrent chez Madame Bates et se préparaient à frapper quand ils aperçurent Emma. Ils s'approchèrent aussitôt. « Nous allons faire une visite aux Bates, dit Madame Weston, afin d'entendre le nouvel instrument. Mon compagnon affirme que j'ai absolument promis à mademoiselle Bates de venir ce matin. Pour moi, je ne croyais pas avoir fixé de jour, mais je ne veux pas m'exposer à manquer de parole. »« Quant à moi, intervint Frank Churchill, j'espère obtenir l'autorisation de vous accompagner, mademoiselle Woodhouse. Nous attendrons madame Weston à Hartfield, si vous rentrez. » Madame Weston fut désappointée. «
Je croyais que vous comptiez venir avec moi. Elles auraient été bien contentes. Moi, je ne ferais que déranger. Mais peut-être serais-je également de trop ici. Ma tante me renvoie toujours quand elle fait ses achats. Elle prétend que je la tourmente et que je la gêne. Mademoiselle Woodhouse paraît partager cette manière de voir. Je ne suis pas ici pour mon propre compte. J'attends mademoiselle Smith. Elle aura sans doute bientôt terminé ses emplettes. Mais vous feriez mieux, il me semble, d'accompagner madame Weston et de participer à l'audition. Soit, je suivrai votre conseil, mais, ajouta-t-il en souriant, supposons que le colonel Campbell ait chargé un ami peu soigneux de la commande et que l'instrument soit médiocre. Je me trouverai dans une situation difficile. Je ne serai d'aucun secours à madame Weston. Elle s'en tirera très bien toute seule. Une vérité désagréable deviendrait acceptable dans sa bouche. Pour moi, je me sens incapable d'un mensonge poli. Je n'en crois rien, dit Emma. Vous savez dissimuler aussi bien que votre voisin. Le cas échéant. Du reste, il n'y a aucune raison de prévoir cette éventualité. Le piano doit être excellent d'après ce que m'a dit mademoiselle Fairfax hier soir. Venez donc avec moi, Frank, dit madame Weston. Nous n'avons pas besoin de rester longtemps. Nous irons à Hartfield ensuite. Je désire réellement que vous fassiez cette visite. Les Bates y seront extrêmement sensibles. Frank Churchill n'avait plus rien à répondre. Ils se dirigèrent de nouveau vers la porte de madame Bates. Emma les regarda entrer et rejoignit ensuite Henriette, qui se penchait, perplexe, sur le comptoir de M. Ford. Elle essaya de persuader son amie qu'ayant besoin de mousseline unie, il était parfaitement inutile d'examiner de la mousseline brodée et qu'un ruban bleu, malgré sa beauté, ne pourrait jamais s'appareiller à un échantillon jaune. Cette intervention eut pour résultat de mettre un terme aux pourparlers. « Devrais-je envoyer le paquet chez madame Goddard ?» demanda madame Ford. « Oui, non, chez madame Goddard. Seulement ma jupe modèle est à Hartfield. Envoyez-le à Hartfield, s'il vous plaît. Madame Goddard, il est vrai, voudra le voir. Pourtant j'aurai besoin du ruban immédiatement. Ne pourriez-vous pas faire 2 paquets, madame Ford? À quoi bon, Henriette? Donnez à madame Ford la peine de faire 2 paquets. Il n'y a pas la moindre difficulté, intervint madame Ford obligeamment. Je préfère, somme toute, n'avoir qu'un paquet. Donnez-moi votre avis, mademoiselle Woodhouse. Ne vaut-il pas mieux le faire envoyer à Hartfield? N'hésitez pas une seconde de plus. À Hartfield, s'il vous plaît, madame Ford. À ce moment, des voix se rapprochaient, ou plutôt une voix et 2 dames. Madame Weston et mademoiselle Bates entraient dans le magasin. « Ma chère mademoiselle Woodhouse, dit cette dernière, j'ai traversé la rue pour vous prier de nous faire la faveur de venir vous asseoir quelques instants à la maison afin de nous donner votre avis sur le nouvel instrument, vous et mademoiselle Smith. Comment allez-vous, mademoiselle Smith? Très bien, merci. J'ai supplié madame Weston de m'accompagner afin d'être sûre de réussir. J'espère que madame Bates et mademoiselle Fairfax vont. Très bien, je vous suis bien reconnaissante. Ma mère va parfaitement et Jane n'a pas pris froid hier soir. Comment se porte monsieur Woodhouse? J'ai appris par madame Weston votre présence ici. Oh, alors, ai-je dit, je vais aller la trouver et lui demander d'entrer un instant. Ma mère sera si heureuse de la voir, et il y a en ce moment chez nous une réunion si agréable qu'elle ne peut refuser. Tout le monde approuva ma proposition. C'est une excellente idée, dit M. Frank Churchill. L'opinion de mademoiselle Woodhouse sera importante à connaître. Mais, dis-je, je serai plus sûre de réussir si l'un de vous m'accompagne. Oh, dit-il, attendez une demi-minute, je vais avoir terminé mon travail. Car le croiriez-vous, mademoiselle Woodhouse, il est en ce moment occupé de la façon la plus obligeante du monde à fixer la branche des lunettes de ma mère. La vis était tombée ce matin. On ne peut être plus aimable. Ma mère ne savait comment faire sans ses lunettes. C'est une leçon, tout le monde devrait avoir 2 paires de lunettes. J'avais l'intention de les porter dès la première heure chez John Sanders, pour les faire réparer. Mais je ne sais trop comment, j'ai été retardée toute la matinée. À un moment donné, Patty est venue dire que la cheminée de la cuisine avait besoin d'être ramonnée. « Oh, Patty, dis-je, ne venez pas me raconter vos mauvaises nouvelles. C'est assez que les lunettes de votre maîtresse soient détériorées. » Ensuite, les pommes au four sont arrivées. Madame Wallis les a fait porter par son garçon. Les Wallis sont extrêmement obligeants pour nous.
J'ai entendu des gens dire que Madame Wallis était capable à l'occasion de répondre grossièrement, mais quant à nous, elle nous a toujours traités avec tous les égards possibles. Ce ne peut pas être par intérêt, car notre consommation de pain est insignifiante. Nous sommes, il est vrai, 3 à table, mais en ce moment, la pauvre Jane n'a aucun appétit. Ma mère serait effrayée si elle savait de quoi se compose le déjeuner de Jane. Aussi, pendant le repas, je m'efforce de parler d'une chose et puis d'une autre, et elle ne s'aperçoit de rien. Vers le milieu de la journée, elle commence à sentir la faim, et elle préfère les pommes au four à tout autre mets. Précisément, ces jours derniers, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Perry, et il m'a confirmé la valeur nutritive de cet aliment. J'ai du reste entendu M. Woodhouse recommander une pomme au four. C'est la seule manière d'accommoder ce fruit qu'il préconise. Eh bien, avons-nous gagné notre cause? Vous allez, j'espère, nous accompagner. Je serais très heureuse de présenter mes hommages à Madame Bates, répondit Emma. Elles quittèrent finalement le magasin, non sans que Mademoiselle Bates eût ajouté. « Comment allez-vous, Madame Ford? Excusez-moi, je ne vous avais pas aperçue. Vous avez, paraît-il, reçu de la ville un charmant assortiment de rubans. Jane est revenue enchantée hier soir. Je vous remercie, les gants vont parfaitement. Un peu larges seulement autour du poignet, et Jane est en train de les arranger. » Dès qu'elles furent dans la rue, Mademoiselle Bates reprit. « Qu'est-ce que je disais ?» Emma se demanda comment la bonne demoiselle parviendrait à faire un choix dans cette inextricable confusion. « Ah oui, je parlais des lunettes de ma mère. Monsieur Frank Churchill fit preuve d'une extrême obligeance. Je crois, dit-il, que je pourrais remettre cette vis. J'aime beaucoup ce genre de travail. Malgré tout le bien que j'avais entendu dire de lui, la réalité a de beaucoup dépassé mon attente. Je vous félicite bien sincèrement, Madame Weston. Il semble vraiment être le plus affectueux des parents. Je n'oublierai jamais sa manière d'agir relativement aux lunettes. Quand j'ai apporté les pommes avec l'espoir d'en faire accepter une à nos amis, « Ces pommes, dit-il, immédiatement, sont les plus belles pommes cuites au four que j'ai vues de ma vie. » Ce sont en effet des pommes exquises, et Madame Wallis en tire tout le parti possible. Elle ne les met au four que 2 fois. Monsieur Woodhouse nous avait engagés à les faire passer 3 fois au feu. Aussi, Mademoiselle Woodhouse sera assez bonne pour ne pas en parler. Quant aux pommes, elles sont de la meilleure espèce pour cuire. Toutes proviennent de Donwell. Monsieur Knightley nous en envoie un sac tous les ans. Ma mère dit que le verger de Donwell a toujours été renommé. Mais l'autre jour, j'ai été vraiment confuse. Monsieur Knightley est venu nous voir un matin, et précisément, Jane était en train de manger des pommes. Nous lui dîmes combien nous les trouvions excellentes, et il nous demanda si nous étions arrivés au bout de notre provision. « Je suis sûr, ajouta-t-il, que vous ne devez plus en avoir, et je vous en enverrai d'autres. J'en ai beaucoup trop, et elles vont pourrir. Je l'ai prié de n'en rien faire. Il nous en restait à peine une demi-douzaine, et je n'ai pu dire le contraire. Après son départ, Jane me querella presque. Je ne devrais pas employer ce mot, car nous n'avons jamais eu une discussion de notre vie, mais elle était tout à fait désespérée que j'eusse avoué la vérité. J'aurais dû, paraît-il, laisser entendre qu'il y en avait un grand nombre. « Oh, dis-je, ma chère, j'ai fait ce que j'ai pu. » Le même soir, William Larkins arriva avec un énorme panier de pommes. Je suis descendue pour lui parler, et j'ai dit tout ce qu'il était possible de dire, comme vous pouvez bien le supposer. William Larkins est une si vieille connaissance. Je suis toujours heureuse de le voir. J'ai appris ensuite la vérité par Patty. William lui confia qu'il n'y avait plus dans le fruitier des pommes de cette espèce. Madame Hodges était très mécontente. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que M. Knightley fût privé dorénavant de tarte aux pommes. Il recommanda bien à Patty de ne répéter ces paroles à personne, et particulièrement à nous. Préoccupé avant tout des intérêts de son maître, il attachait peu d'importance aux accès de mauvaise humeur de Madame Hodges, du moment que le stock entier de pommes avait été vendu. Pour rien au monde, je n'aurais voulu que cette indiscrétion arrivât aux oreilles de M. Knightley. Il aurait été si... Je voulais même la cacher à Jane, mais par malheur, j'y ai fait allusion involontairement. Mademoiselle Bates finissait de parler quand Patty ouvrit la porte. Les visiteuses gravirent l'escalier, non sans être accablées de recommandations. « Je vous en prie, Madame Weston, faites attention, il y a une marche en tournant. »« Méfiez-vous, Mademoiselle Woodhouse, notre escalier est si étroit. »« Mademoiselle Smith, regardez bien où vous mettez le pied. »« Mademoiselle Woodhouse, je suis sûre que vous vous êtes cognée. » Chapitre 28. Une absolue tranquillité régnait dans le petit salon où les 4 dames pénétrèrent.
Madame Bates, privée de son occupation habituelle, sommeillait d'un côté de la cheminée. Frank Churchill, assis à une table, était profondément absorbé dans la réparation des lunettes, et Jane Fairfax, leur tournant le dos, se tenait auprès du piano. Malgré ses occupations, le jeune homme manifesta sa satisfaction de revoir Emma. « Voici un plaisir, dit-il, d'une voix un peu basse, qui m'échoua 10 minutes plus tôt que je ne m'y attendais. Vous me voyez en train d'essayer de me rendre utile. »« Quoi ?» dit madame Weston. « N'avez-vous pas encore terminé ? Vous ne gagneriez pas facilement votre vie comme bijoutier. »« Je n'ai pas travaillé sans interruption, » reprit-il. « J'ai aidé mademoiselle Fairfax à assurer l'équilibre de son piano. Ils n'étaient pas bien d'accord, sans doute à cause d'une différence de niveau dans le parquet. Nous avons calé un des pieds avec du papier. »« C'est bien aimable de votre part, mademoiselle Woodhouse, de vous être laissée persuader. Je craignais que vous ne fussiez rentrée immédiatement. » Il s'arrangea à ce qu'Emma fût assise auprès de lui, s'occupa de chercher pour elle les meilleures pommes, essaya de lui faire donner son avis sur le travail qu'il poursuivait. Au bout de 5 minutes, Jane Fairfax s'installa de nouveau au piano. Emma attribua à l'état des nerfs et au trouble de Jane la lenteur des préparatifs. À la fin, Jane commença. Les premiers accords furent attaqués avec mollesse, mais peu à peu, l'instrument fut mis en pleine valeur. Madame Weston avait été enchantée auparavant, et elle ne le fut pas moins cette fois. Emma joignit ses éloges à ceux de son amie, et le piano fut proclamé absolument parfait. « Quel qu'ait été le mandataire du colonel Campbell, dit Frank Churchill, avec un sourire à l'adresse d'Emma, cette personne n'a pas mal choisi. Je me suis bien rendu compte à Weymouth des goûts du colonel Campbell. La douceur des notes hautes est précisément la qualité que lui et tout ce clan prisaient par-dessus tout. Il a dû donner à son ami des instructions très précises ou écrire lui-même à Broadwood. Ne le pensez-vous pas, mademoiselle Fairfax ?» Jane ne se retourna pas. Elle n'était pas forcée d'avoir entendu, madame Weston lui ayant parlé au même instant. « Ce n'est pas loyal, » dit Emma à mi-voix. « Ma supposition était toute gratuite. Ne la tourmentez pas. » Il secoua la tête en souriant et ne parut nourrir ni doute ni pitié. Il reprit peu après. « Combien vos amis d'Irlande doivent en ce moment se réjouir du plaisir qu'ils vous ont procuré, mademoiselle Fairfax. J'imagine qu'ils pensent souvent à vous et cherchent à deviner le jour précis de l'arrivée du piano. » « Jusqu'à ce que j'ai reçu une lettre du colonel Campbell, » répondit Jane, d'une voix contenue. « Je ne puis faire aucune conjecture raisonnable. C'est à peine si j'ose émettre des suppositions. » « Pour ma part, je voudrais bien être à même de prévoir dans combien de temps j'aurais réussi à fixer cette vis. Que peut-on dire de sensé, mademoiselle Woodhouse, quand on travaille ? Les véritables ouvriers, je suppose, restent silencieux, mais nous autres amateurs... Voilà, c'est fait. J'ai le plaisir, madame, ajouta-t-il en s'adressant à madame Bates, de vous rendre vos lunettes réparées pour un temps. » Il fut remercié avec chaleur par la mère et la fille. Pour échapper aux actions de grâce de cette dernière, il se réfugia près du piano où mademoiselle Fairfax était toujours assise et la pria de jouer encore. « Si vous voulez être très bonne, dit-il, ce sera une des valses d'hier soir. Vous n'avez pas paru prendre à la danse autant de plaisir que moi. Vous étiez sans doute fatiguée. Je vous soupçonne de vous être réjoui de la fin prématurée de la sauterie, mais moi, j'aurais donné un monde pour la prolonger d'une demi-heure. » Quand elle eut terminé, il reprit. « Quelle joie de réentendre un air auquel un bonheur est associé. Si je ne me trompe, nous avons dansé à Weymouth cette même valse. » Elle leva les yeux vers lui, rougit et se remit à jouer. Il prit sur la chaise qui se trouvait près du piano plusieurs morceaux de musique et, se tournant vers Emma, il dit « Connaissez-vous cet auteur ? Cramer ? Voici une récente série de mélodies irlandaises. Elles ont été envoyées avec le piano. Rien d'étonnant venant d'un tel milieu. C'est une aimable pensée du colonel Campbell, n'est-ce pas ? » Il savait que mademoiselle Fairfax ne pouvait pas se procurer de musique ici. Je tiens pour particulièrement touchante cette partie du présent. Rien n'a été fait vite, rien incomplètement. La véritable affection est seule capable de trouver des attentions aussi délicates. Emma jeta un regard à la dérobée vers Jane Fairfax et surprit la trace d'un sourire. La rougeur cachait mal les marques d'une joie intérieure. À la suite de cette constatation, les scrupules et la commisération d'Emma s'évanouirent. Elle se pencha pour examiner la musique avec son voisin et profita de l'occasion pour murmurer « Vous parlez trop clairement.
Elle ne peut faire autrement que de vous comprendre. Je l'espère bien. Je désire qu'elle me comprenne. Je n'ai nulle honte de ce que je pense. Mais moi, j'en ai, et je voudrais ne vous avoir jamais fait part de mon soupçon. Je suis bien content, au contraire, d'avoir été éclairé. J'ai maintenant une clé pour expliquer la bizarrerie de ses airs et de ses manières. Si elle nourrit des sentiments répréhensibles, il convient qu'elle en souffre. Je ne la crois pas absolument innocente. Je ne distingue pas bien les symptômes. Elle joue en ce moment Robin Adair, le morceau favori de la personne en question. Peu après, Mademoiselle Bates, qui se tenait près de la fenêtre, aperçut M. Knightley qui passait à cheval. « C'est bien, M. Knightley. Je vais essayer de lui parler pour le remercier. Je n'ouvrirai pas cette fenêtre, car vous auriez tous froid, mais je puis aller dans la chambre de ma mère. Je vais lui dire que nous avons des visiteurs. C'est délicieux de vous avoir tous ensemble. Quel honneur pour notre petit salon. » Elle se dirigea immédiatement vers la pièce voisine et attira l'attention de M. Knightley. La porte étant restée ouverte, chaque syllabe de leur conversation était entendue distinctement par tous les assistants. « Comment allez-vous » commença Mademoiselle Bates. « Je vous remercie 1000 fois pour la voiture. Nous sommes rentrés juste à temps. Ma mère nous attendait. Je vous en prie, entrez. Vous trouverez quelques amis. » M. Knightley dit d'une voix autoritaire. « Comment va votre nièce, Mademoiselle Bates ? J'espère qu'elle n'a pas pris froid hier soir. » Mademoiselle Bates fut forcée de donner une réponse directe avant de pouvoir se lancer dans une nouvelle dissertation. Les auditeurs s'amusaient. Madame Weston regarda Emma d'un air entendu, mais celle-ci secoua la tête avec scepticisme. « Je vous suis si obligée pour la voiture, » reprit Mademoiselle Bates. Il l'interrompit en disant « Je vais à Kingston. Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Oh, vraiment, à Kingston ! Madame Cole disait l'autre jour qu'elle avait une commission pour Kingston. » « Madame Cole a des domestiques à sa disposition, mais je serais content de vous être utile. »« Je vous remercie, nous n'avons besoin de rien, mais entrez donc. Devinez qui est ici. Mademoiselle Woodhouse et Mademoiselle Smith, venues pour juger le nouveau piano. Mettez votre cheval à la couronne et venez nous rejoindre. »« Eh bien, dit-il, peut-être, pour quelques instants. » « Et il y a aussi Madame Weston et Monsieur Frank Churchill. C'est délicieux, tant d'amis. »« Réflexion faite, ce sera pour une autre fois. Je ne pourrai rester que 2 minutes. Je suis en retard. »« Je vous en prie, ils seront si heureux de vous voir. »« Non, votre salon est déjà plein de monde. Je reviendrai un autre jour. »« Comme il vous plaira. Quelle charmante soirée nous avons passée hier soir. Avez-vous admiré la façon de danser de Mademoiselle Woodhouse et de Monsieur Frank Churchill ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. »« Tout à fait délicieux, en effet. Il me serait, du reste, difficile de ne pas en convenir, car je suppose que Mademoiselle Woodhouse et Monsieur Frank Churchill sont à portée de la voix. Mais il n'y a pas d'inconvénient à parler aussi des autres. À mon avis, Mademoiselle Fairfax danse avec une extrême élégance, et je considère Madame Weston comme la plus parfaite exécutante de musique de danse qui soit en Angleterre. Maintenant, si vos amis ont la moindre gratitude, ils feront quelques remarques obligeantes sur notre compte. Je regrette de ne pouvoir rester pour les entendre. »« Oh, Monsieur Knightley, encore un moment. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Jane et moi, nous sommes toutes deux si confuses à propos des pommes. »« Pourquoi donc ? Est-il possible que vous nous ayez envoyé toute votre réserve de pommes ? Vous en aviez encore beaucoup, disiez-vous, et en vérité, il ne vous en reste pas une. Madame Hodges a bien raison d'être irritée. William Larkins nous a tout raconté. Vous n'auriez pas dû agir ainsi. Ah, le voilà parti. Eh bien, ajouta-t-elle en rentrant dans le salon, je n'ai pas réussi. Monsieur Knightley est trop pressé pour s'arrêter. Il va à Kingston. Il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour... Oui, dit Jane, nous avons entendu ses aimables offres. Nous avons tout entendu. Je n'en suis pas étonnée, ma chère, la porte est restée ouverte, et Monsieur Knightley parlait tout haut. Puis-je faire quelque chose pour vous à Kingston, m'a-t-il dit. J'en ai profité pour faire allusion à « Oh, Mademoiselle Woodhouse, est-ce qu'il faut que vous partiez ? Il me semble que vous arrivez seulement. » Comme vous êtes aimable. En examinant les montres, on s'aperçut qu'une grande partie de l'après-midi s'était écoulée. Madame Weston et son beau-fils, après avoir pris congé, à leur tour, accompagnèrent les 2 jeunes filles jusqu'à la grille d'Hartfield et se hâtèrent de rentrer à Randalls. Chapitre 29. Il est possible de vivre sans danser. On a vu des jeunes gens ne pas aller au bal pendant plusieurs mois de suite,
et ne s'en ressentir ni au physique ni au moral. Mais une fois le premier pas fait, une fois les délices du mouvement rapide entrevus, il faut être d'une essence bien grossière pour ne pas désirer continuer. Frank Churchill avait dansé un soir à Highbury et brûlait de recommencer. Il avait réussi à gagner son père et sa belle-mère à ses idées, et un plan de soirée dansante fut élaboré, puis soumis à l'approbation de M. et de Mlle Woodhouse au cours d'une visite à Randalls. Emma voyait les difficultés matérielles du projet, mais en principe elle y était tout acquise, et ne ménagea pas son concours à Frank Churchill. Ils mesurèrent d'abord la chambre où ils se trouvaient, et persistèrent ensuite à vouloir prendre les dimensions du salon contigu, malgré les assurances de M. Weston sur l'équivalence des 2 pièces. Puis commença l'énumération des invités. Vous, Mademoiselle Smith, Mademoiselle Fairfax, les 2 demoiselles Cox, 5, récapitula plusieurs fois Frank Churchill. Du côté masculin, il y aura les 2 Gilbert, le jeune Cox, mon père et moi, outre M. Knightley. Ce sera suffisant pour l'agrément, et il y aura largement de la place pour 5 couples. En y réfléchissant, reprit M. Weston, il ne me semble guère possible de lancer des invitations pour 5 couples. Une sauterie aussi restreinte ne peut être qu'improvisée. On découvrit alors que Mlle Gilbert était attendue chez son frère, et l'existence d'un autre jeune Cox. M. Weston nomma une famille de cousins qui devaient être inclus dans l'invitation. Finalement, on arriva à 10 couples, au moins, et il fallut songer aux moyens de les faire tenir dans l'espace disponible. Les portes des 2 chambres se faisaient précisément vis-à-vis. « Ne pourrait-on danser dans les 2 chambres à travers le passage ?» suggéra Frank Churchill. On eut vite fait de s'apercevoir des inconvénients de cette solution. Madame Weston se désespérait de ne plus avoir de place pour le souper, et la seule idée du couloir affectait tellement M. Woodhouse qu'on dut renoncer définitivement à ce plan. « Oh non, dit-il, ce serait de la plus extrême imprudence. Emma n'est pas forte, elle prendrait un rhume terrible. La pauvre petite Henriette également. Madame Weston, vous seriez certainement forcée de vous coucher. Ne les laissez pas parler d'une chose aussi absurde, je vous en prie. Ce jeune homme, ajouta-t-il en baissant la voix, est étourdi. Il a laissé les portes ouvertes ce soir à plusieurs reprises, très inconsidérément. Il ne pense pas au courant d'air. Je ne voudrais pas vous indisposer contre lui, mais il n'est pas, je regrette de le dire, tout à fait ce qu'il devrait être. Madame Weston fut désolée d'entendre ce réquisitoire. Elle prévoyait les conséquences qu'une pareille opinion pourrait avoir un jour ou l'autre, et elle fit tout son possible pour effacer cette mauvaise impression. Toutes les portes furent fermées, et on renonça au couloir. Il fallut revenir à la conception primitive. Frank Churchill y mit tant de bonne volonté que l'espace jugé à peine suffisant pour 5 couples, un quart d'heure auparavant, lui paraissait maintenant pouvoir en contenir 10. « Nous avons été trop généreux, dit-il, dans nos appréciations des distances. 10 couples pourront parfaitement évoluer ici. » Emma hésita. « Quel plaisir, dit-elle. Peut-il y avoir à danser sans l'espace nécessaire ?»« C'est juste, reprit-il gravement. C'est un grand inconvénient. » Il n'en continua pas moins à prendre des mesures et, pour conclure, il ajouta « Somme toute, je crois qu'à la rigueur, on pourrait tenir 10 couples. »« Non, non, répondit Emma, vous êtes tout à fait déraisonnable. Ce serait une cohue resserrée dans une petite pièce. »« Une cohue resserrée dans une petite pièce ? Mademoiselle Woodhouse, vous avez l'art de peindre un tableau en quelques mots. Néanmoins, au point où nous en sommes, je ne me sens pas le courage de renoncer à ce projet. Ce serait un désappointement pour mon père, et je ne vois pas d'obstacle insurmontable. » Ils se séparèrent sans avoir rien décidé. Dans l'après-midi du lendemain, Frank Churchill arriva à Hartfield avec un sourire de satisfaction sur les lèvres. Il venait en effet proposer une amélioration. « Eh bien, mademoiselle Woodhouse, commença-t-il aussitôt, j'espère que votre goût pour la danse n'a pas été complètement mis en fuite par l'horreur de l'exiguïté des salons de mon père. J'apporte de nouvelles propositions. C'est une idée de mon père, et nous n'attendons que votre approbation pour la réaliser. Me ferez-vous l'honneur de m'accorder les 2 premières danses de ce bal qu'il est maintenant question de donner, non pas à Randalls, mais à l'hôtel de la Couronne ?» ?»« À la Couronne ?»« Oui, si vous et M. Woodhouse n'y voyez pas d'objection. Mon père espère que ses amis voudront bien être ses hôtes dans ce local.
Il peut leur garantir des conditions plus favorables et un accueil non moins cordial. Madame Weston accepte cet arrangement à condition que vous soyez satisfaite. Vous aviez parfaitement raison. 10 couples dans l'un ou l'autre des salons de Randalls c'eût été insupportable, impossible. Je m'en rendais compte de mon côté, mais je désirais trop arriver à un résultat pour vouloir céder. Ne voyez-vous pas, comme moi, les avantages de cette nouvelle combinaison ? Pour ma part, je serais très heureuse. Papa, est-ce que vous n'approuvez pas aussi ? Après avoir demandé et reçu des explications supplémentaires, M. Woodhouse donna son avis. En vérité, un salon dans un hôtel est toujours humide. On n'aère jamais suffisamment et la pièce ne peut être habitable. Si vous devez danser, il vaudrait mieux que ce fût à Randalls. Je n'ai jamais mis le pied dans cet hôtel. Tout le monde s'enrhumera. J'allais vous faire observer, monsieur, dit Frank Churchill, qu'un des avantages de ce changement de local serait précisément d'écarter tout danger de prendre froid. Monsieur Perry pourrait perdre à ce changement, mais personne d'autre n'aurait à le regretter. Monsieur, reprit M. Woodhouse avec chaleur, vous vous méprenez singulièrement sur le caractère de M. Perry. M. Perry est extrêmement tourmenté quand un de nous tombe malade. Mais je ne puis comprendre comment un salon d'hôtel peut vous paraître un meilleur abri que la maison de votre père. En raison même de sa grandeur, monsieur. Nous n'aurons pas besoin d'ouvrir les fenêtres une seule fois, et c'est précisément cette mauvaise habitude de laisser pénétrer l'air de la nuit dans une chambre où se trouvent des gens en transpiration qui est la cause de la plupart des refroidissements. Ouvrir les fenêtres ? Personne ne songerait à ouvrir les fenêtres à Randalls. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Danser les fenêtres ouvertes. Ni votre père, ni Madame Weston, cette pauvre mademoiselle Taylor, ne toléreraient cette manière d'agir. Ah, monsieur, mais quelque jeunesse inconsidérée se glisse parfois derrière le rideau et relève un châssis sans y être autorisée. Je l'ai souvent vu faire moi-même. Est-ce possible, monsieur ? Je ne l'aurais jamais cru. Mais je vis à l'écart, et je suis souvent étonné de ce que j'apprends. Néanmoins, cette circonstance mérite considération, et peut-être le moment venu, ce genre de projet demande à être mûrement pesé. On ne peut prendre une décision à la hâte. Si monsieur et madame Weston voulaient se donner la peine de venir me voir un de ces jours, nous pourrions examiner la question. Mais malheureusement, monsieur, j'ai moi-même si peu de temps. Il y aura, interrompit Emma, tout le temps nécessaire pour discuter le sujet. Il n'y a aucune hâte. Si l'on peut s'arranger à l'hôtel de la Couronne, papa, ce sera bien commode pour les chevaux. Ils seront tout près de leur écurie. En effet, ma chère, c'est un point important. Non pas que James se plaigne jamais. Mais il importe de ménager nos chevaux. Si encore j'étais sûr qu'on aurait soin de bien aérer le salon. Mais peut-on se fier à madame Stokes ? J'en doute, je ne la connais même pas de vue. Je puis me porter garant que toutes les précautions seront prises, monsieur, reprit Frank Churchill. Madame Weston surveillera tout elle-même. Dans ce cas, papa, vous devez être tranquille. Notre chère madame Weston est le soin personnifié. Monsieur Perry ne disait-il pas, quand j'ai eu la rougeole il y a tant d'années, si mademoiselle Taylor prend la responsabilité de tenir mademoiselle Emma au chaud, il n'y a pas à se tourmenter. Cette preuve de confiance vous avait frappé. C'est bien vrai. Je n'ai pas oublié. Pauvre petite Emma, vous étiez bien malade. Du moins, vous l'auriez été sans les soins de Perry. Il vint 4 fois par jour pendant 1 semaine. La rougeole est une terrible maladie. J'espère qu'Isabelle, si ses petits-enfants ont la rougeole, fera appeler Perry. Mon père et madame Weston sont en ce moment à l'hôtel de la Couronne, en train d'étudier les lieux. Ils désirent connaître votre opinion, mademoiselle Woodhouse, et ils seraient heureux si vous consentiez à venir les rejoindre. Rien ne peut être fait d'une façon définitive sans vous. Si vous le permettez, je vous accompagnerai jusqu'à l'hôtel. Emma fut très contente d'être appelée à prendre part à ce conseil. Son père promit de considérer le problème pendant leur absence, et les 2 jeunes gens se mirent en route. Monsieur et madame Weston furent enchantés de l'approbation d'Emma. Ils étaient très affairés. Madame Weston n'était pas absolument satisfaite, mais lui trouvait tout parfait. « Emma, dit madame Weston, ce papier est en plus mauvais état que je ne pensais. Par endroits, il est extrêmement sale. Et la boiserie a une teinte jaune. » « Ma chère, vous êtes trop méticuleuse, reprit son mari. C'est un détail sans importance. On n'y verra rien à la lumière des bougies. Nous ne nous apercevons jamais de rien les jours de nos réunions de whist. » Une autre question se posa relativement à l'emplacement de la table du souper.
L'unique chambre contiguë à la salle de bal était fort petite et devait servir de salon de jeu. Une autre pièce, beaucoup plus vaste, était mise à leur disposition, mais elle était située à l'extrémité d'un couloir. Madame Weston craignait les courants d'air pour les jeunes gens dans le passage. Dans un but de simplification, elle proposa de ne pas avoir un véritable souper, mais simplement un buffet avec des sandwichs, etc., dressés dans la petite chambre. Mais cette idée fut aussitôt écartée comme pitoyable. Un bal sans souper assis fut jugé contraire à tous les droits de l'homme et de la femme. Madame Weston dut promettre de ne plus y faire allusion. Elle changea alors d'expédient et dit « Il me semble qu'à la rigueur, nous pourrions tous tenir ici. Nous ne serons pas si nombreux. » Mais Emma et les messieurs étaient décidés à être installés confortablement pour souper. M. Weston se mit à parcourir le couloir et cria « Vous avez parlé de la longueur du couloir, ma chère, mais à bien considérer, ce n'est rien du tout, et on est à l'abri du vent de l'escalier. » « Je voudrais bien savoir, dit Madame Weston, quel arrangement nos hôtes préféreraient. Notre désir est de contenter tout le monde, et si nous pouvions connaître l'opinion générale, je serais plus tranquille. »« C'est juste, dit Frank. On pourrait prendre l'avis de nos voisins. Des Cole, par exemple, qui n'habitent pas loin. Irais-je les trouver ? Et aussi celui de Mademoiselle Bates. Elle demeure encore plus près. Il me semble que Mademoiselle Bates serait assez capable de donner la note exacte, une sorte de moyenne. Si j'allais prier Mademoiselle Bates de venir. »« Si vous croyez, reprit Madame Weston avec un peu d'hésitation, si vous croyez qu'elle peut nous être utile. »« Vous n'obtiendrez aucun éclaircissement de Mademoiselle Bates, reprit Emma. Elle se confondra en remerciements et en expressions de reconnaissance, mais elle ne dira rien. Elle n'écoutera même pas vos questions. Je ne vois aucun avantage à consulter Mademoiselle Bates. »« Mais elle est si amusante, si extrêmement amusante. J'aime beaucoup entendre parler Mademoiselle Bates. » À ce moment, M. Weston arriva et, ayant été mis au courant de ce dont il s'agissait, donna son entière approbation. « Certainement, Frank, allez chercher Mademoiselle Bates. Elle approuvera notre plan, j'en suis sûr. Je ne connais pas une personne plus apte à dénouer les difficultés. Nous faisons trop d'embarras. Elle nous enseignera la manière d'être content de tout. Mais amenez-les toutes les deux. »« Toutes les deux, monsieur ? Est-ce que la vieille dame… » ?»« La vieille dame, mais non, je fais allusion à la jeune. Je vous considérerais comme un sot si vous ameniez la tante sans la nièce. Excusez ma distraction, monsieur. Puisque vous le désirez, je m'efforcerai de les amener l'une et l'autre. » Et il partit sur-le-champ. Bien avant le retour de Frank Churchill, Madame Weston avait examiné de nouveau le couloir et, en femme soumise, s'était rangée à l'avis de son mari. En conséquence, il fut décidé que la salle à manger serait utilisée. Tout le reste du programme, du moins en théorie, paraissait extrêmement simple. On se mit d'accord sur l'éclairage, la musique, le thé, le souper. Madame Weston et Madame Stokes devaient résoudre les petites difficultés qui pourraient se présenter par la suite. On savait pouvoir compter sur tous les invités. Frank avait déjà écrit à Enscombe pour demander de rester quelques jours de plus, et il escomptait une réponse favorable. Mademoiselle Bates, en arrivant, ne put qu'apporter ses félicitations. Elles furent du reste beaucoup mieux accueillies que ne l'eussent probablement été ses conseils. Pendant une demi-heure encore, ils allèrent et vinrent à travers les pièces et diverses améliorations de détails furent suggérées. Au moment de l'adieu, Frank Churchill renouvela son invitation à Emma pour les premières danses. Peu après, celle-ci entendit M. Weston murmurer à l'oreille de sa femme. « Naturellement, ma chère, il l'a invitée. » Chapitre 30. Au bout de quelques jours arriva une lettre d'Enscombe accordant l'autorisation demandée. Les termes de la réponse indiquaient que les Churchill n'étaient pas satisfaits de cette prolongation de séjour, mais ils ne s'y opposèrent pas. Tout paraissait donc marcher à souhait. La bonne humeur était générale. Jane Fairfax elle-même se montrait enthousiaste. Elle en devenait animée, franche et dit spontanément « Oh, mademoiselle Woodhouse, j'espère qu'il n'arrivera rien pour empêcher cette réunion. Je m'en fais, je l'avoue, un véritable plaisir. » Seul M. Knightley continuait à ne laisser paraître aucun intérêt. En réponse aux communications d'Emma, il se contentait de répondre « Très bien, s'il plaît aux Weston de se donner tant de peine pour quelques heures d'un amusement bruyant, c'est leur affaire, mais il ne dépend pas d'eux que j'y prenne plaisir. Naturellement, je ne peux pas refuser.
Je ferai de mon mieux pour rester éveillé. Toutefois, j'aurais préféré de beaucoup rester à la maison pour examiner les contes de William Larkins. Je ne danse pas et je ne trouve aucun charme au rôle de spectateur. Du reste, la plupart de ceux qui ne prennent pas une part active au bal partagent mon indifférence. Bien danser procure sans doute une satisfaction intérieure comme la vertu. Hélas, toute raison de divergence avec M. Knightley devait bientôt disparaître. Après 2 jours d'une fausse sécurité, Frank Churchill reçut une lettre de son oncle, le priant de revenir sans délai. Madame Churchill était très malade. Déjà fort souffrante en répondant à son neveu, elle n'avait pas voulu, dans son désir de lui éviter un désappointement, faire allusion à son état de santé. Emma fut aussitôt mise au courant par un billet de madame Weston. Frank ira à Highbury après déjeuner prendre congé de ses amis. Vous le verrez d'ici peu à Hartfield. Cette triste communication mit fin au déjeuner d'Emma. Ses regrets étaient proportionnés au plaisir qu'elle s'était promis de cette fête. Les sentiments de M. Woodhouse étaient très différents. Il se préoccupait particulièrement de la maladie de madame Churchill et aurait voulu savoir le traitement qu'elle suivait. Frank Churchill se fit un peu attendre. Il arriva enfin. La tristesse et l'abattement étaient peints sur son visage. Après les salutations d'usage, il s'assit et garda le silence pendant quelques instants. Mais il dit « Je ne m'attendais pas à vous dire adieu aujourd'hui. »« Mais vous reviendrez, » dit Emma. « Ce ne sera pas votre seule visite à Randalls. »« Je ferai certainement tout mon possible. Ce sera ma préoccupation continuelle, et si mon oncle et ma tante vont au printemps à la ville, mais j'ai bien peur que ce soit une habitude perdue. L'année dernière, ils n'ont pas bougé. »« Il nous faut donc renoncer à notre pauvre bal ? » ?»« Ah, pourquoi avons-nous tant attendu ? Que n'avons-nous saisi le plaisir lorsqu'il était à portée ? Vous l'aviez prédit. Hélas, vous avez toujours raison. » »« Je regrette bien d'avoir eu raison. J'aurais de beaucoup préféré être heureuse que perspicace. » »« De toute façon, le bal aura lieu. Mon père compte bien que ce n'est que partie remise. N'oubliez pas votre promesse. » Emma sourit gracieusement. Chaque journée augmentait mon regret de partir. Heureux ceux qui restent à Highbury. « Puisque vous nous jugez si favorablement à présent, dit Emma, je me permettrais de vous demander si vous n'étiez pas à un moment donné un peu prévenu contre nous. Vous vous seriez décidé à venir depuis longtemps si vous aviez eu une bonne opinion de Highbury. » Il se mit à rire en protestant contre cette allégation. « Et il faut que vous partiez ce matin ? » ?»« Oui, mon père doit me rejoindre ici. Nous rentrerons ensemble et je me mettrai en route sur l'heure. Je crains de le voir arriver d'un instant à l'autre. »« Quoi ? Vous n'aurez pas même 5 minutes à consacrer à vos amis, mademoiselle Fairfax et mademoiselle Bates ? C'est bien fâcheux. L'immuable logique de mademoiselle Bates aurait pu avoir une bonne influence sur votre esprit à cette heure de désarroi. J'ai déjà pris congé de ces dames. En passant devant la porte, je suis entré comme il convenait. Je voulais rester 3 minutes, mais j'ai été forcé de prolonger ma visite et d'attendre le retour de mademoiselle Bates qui était sortie. C'est une femme dont il est difficile de ne pas se moquer, mais je n'aurais pas voulu l'offenser. J'ai profité de l'occasion. Il hésita, se leva et alla à la fenêtre. En un mot, dit-il, mademoiselle Woodhouse, il n'est pas possible que vous n'ayez pas quelques soupçons. Il la regarda comme pour lire dans la pensée de la jeune fille. Emma se sentait mal à l'aise. Ses paroles semblaient le prélude d'une déclaration et elle ne désirait pas l'écouter. Se forçant à parler dans l'espoir d'amener une diversion, elle reprit. « Vous avez eu bien raison. Il était tout naturel de profiter de votre passage à travers Highbury pour faire cette visite. » Il se tut, semblant chercher à deviner le sens de cette réponse. Puis elle l'entendit soupirer. Évidemment, il se rendait compte qu'elle ne voulait pas l'encourager. La gêne du jeune homme persista quelques moments encore, puis il dit d'un ton plus décidé. « De toute façon, j'ai pu consacrer le reste de mon temps à Hartfield. » Il s'arrêta de nouveau, l'air embarrassé. Emma se demandait comment cette scène se terminerait lorsque M. Weston apparut suivi de M. Woodhouse. Après quelques minutes de conversation, M. Weston se leva et annonça qu'il était temps de partir. « J'aurai de vos nouvelles à tous, dit Frank Churchill. Je saurai tout ce qui se passe ici. J'ai demandé à madame Weston de m'écrire et elle a bien voulu me le promettre. En lisant ces lettres, je me croirais encore à Highbury. » Une très cordiale poignée de main accompagnée de souhaits réciproques mit fin à l'entretien, et la porte se referma sur les 2 hommes.
Emma ne tarda pas à s'apercevoir des conséquences de ce départ. Les rencontres avec Frank Churchill avaient été presque journalières. Sans aucun doute, sa présence à Randalls avait apporté une grande animation. Chaque jour, elle attendait sa visite, et elle était sûre de le trouver aussi attentif, aussi plein d'entrain. Cette dernière quinzaine avait été agréablement employée, et le retour à la vie courante d'Hartfield ne pouvait manquer de paraître triste. De plus, au cours de leur dernière entrevue, Frank Churchill lui avait laissé entendre qu'il l'aimait. Et, de ce fait, le prestige du jeune homme se trouvait rehaussé. Emma cherchait à se rendre compte de l'état de son propre cœur. « Je dois certainement être amoureuse, » se dit-elle. Cette sensation de fatigue, d'ennui, ce dégoût de m'asseoir et de m'appliquer à une tâche quelconque, ce sont là tous les symptômes de l'amour. Enfin, le mal des uns fait le bonheur des autres. Je ne serai pas la seule à regretter le bal, mais M. Knightley sera heureux. Il pourra passer la soirée en compagnie de son cher William Larkins. À l'encontre de ses prévisions, M. Knightley ne manifesta aucun sentiment de triomphe. Il ne pouvait pas affecter de regretter personnellement la fête. Sa mine réjouie aurait suffi à le contredire. Mais il déclara compatir au désappointement de tous et il ajouta avec bonté. « Pour vous, Emma, qui avez si peu l'occasion de danser, ce n'est vraiment pas de chance. » Emma s'attendait à ce que Jane Fairfax prît une part active au regret causé par ce contretemps, mais à quelques jours de là, elle put constater la parfaite indifférence de la jeune fille. Celle-ci avait été assez souffrante de maux de tête, et Mademoiselle Bates déclara que de toute façon, sa nièce n'aurait pu assister au bal. L'inconcevable sang-froid dont Jane fit preuve dans cette circonstance fut pour Emma un nouveau grief ajouté à beaucoup d'autres. Chapitre 31. Emma reconnut bientôt que les ravages causés par Frank Churchill étaient peu considérables. Elle avait grand plaisir à entendre parler de lui. Elle espérait qu'une visite au printemps serait possible, mais elle n'était nullement malheureuse. Le premier moment passé, elle s'était mise à vaquer gaiement, comme d'habitude, à ses occupations. Tout en rendant justice aux qualités du jeune homme, elle voyait clairement ses défauts. Et de plus, si le souvenir de Frank Churchill occupait souvent sa pensée, aux heures de loisirs, les plans, les dialogues, les lettres, les déclarations qu'elle imaginait aboutissaient invariablement à un refus de sa part. Ils se séparaient avec de tendres paroles, mais la séparation était fatale. Elle se rendait compte que, malgré sa résolution de ne pas quitter son père, de ne jamais se marier, un attachement sérieux lui aurait rendu la lutte plus pénible. « Il n'apparaît pas que je fasse grand usage du mot sacrifice, se dit-elle, dans mes aimables refus, ni dans mes spirituelles réponses. Frank Churchill, évidemment, n'est pas nécessaire à mon bonheur, et je m'en réjouis. D'autre part, il est, je crois, très amoureux, et s'il revient, je me tiendrai sur mes gardes, et j'éviterai toute apparence d'encouragement. Ce serait inexcusable d'agir autrement, étant décidé à ne pas l'épouser. Du reste, je ne pense pas qu'il ait pu à aucun moment se méprendre sur mon attitude. Dans ce cas, ses regards et son langage eussent été très différents à l'heure de la séparation. Néanmoins, je m'observerai encore plus. Je ne m'imagine pas qu'il soit capable de constance. Ses sentiments sont chauds, mais je les crois sujets à variation. Dieu merci, mon bonheur n'est pas sérieusement en jeu. Tout le monde, dit-on, doit être amoureux une fois dans sa vie, et me voici quitte à bon compte. Quand Madame Weston apporta à Hartfield la première lettre de son beau-fils, Emma la parcourut aussitôt avec plaisir et intérêt. C'était une longue missive et une description imagée de son voyage. Le jeune homme s'adressait à Madame Weston avec une véritable affection, et la transition de Highbury à Enscombe, le contraste entre les deux endroits au point de vue des principaux avantages de la vie, était indiqué autant que les convenances le permettaient. Le nom de Mademoiselle Woodhouse apparaissait à plusieurs reprises, mêlé à une allusion aimable, à un compliment, à un rappel d'un propos tenu par la jeune fille. En post-scriptum, il avait ajouté « Je n'ai pas eu mardi un instant de libre, comme vous le savez, pour saluer la petite amie de Mademoiselle Woodhouse. Veuillez transmettre à Miss Smith mes excuses et mes adieux. » Emma goûta la délicatesse de cette attention détournée dont Harriet n'était que le prétexte. Madame Churchill allait mieux, mais il ne pouvait, même en imagination, fixer une date pour son retour à Randalls. Emma replia la lettre et la rendit à Madame Weston.
Après, comme avant cette lecture, elle sentait pouvoir fort bien se passer de Frank Churchill, et elle souhaita que ce dernier apprît à se passer de mademoiselle Woodhouse. L'arrivée de Frank Churchill avait été pendant une quinzaine de jours le sujet principal des conversations à Highbury. Mais dès la disparition de ce dernier, les faits et gestes de M. Elton reprirent leur ancien intérêt. Le jour du mariage fut bientôt fixé. Bientôt, M. Elton serait de retour avec sa femme. Emma fut péniblement affectée en apprenant cette nouvelle. Sans doute le moral d'Harriet s'était fortifié et la perspective du bal de M. Weston avait grandement contribué à apaiser ses regrets. Mais Emma craignait qu'elle n'eût pas encore atteint le degré d'indifférence nécessaire pour affronter les événements actuels. En effet, la pauvre Harriet fut bientôt dans une disposition d'esprit nécessitant toute la patience d'Emma. Celle-ci considérait comme son devoir le plus strict de donner à son amie toutes les preuves d'affection possibles. Pourtant, c'était un travail ingrat que de prêcher sans produire jamais aucun effet. Harriet écoutait toujours avec soumission. « C'est très juste. C'est exactement ainsi. Ce n'est pas la peine de penser à eux. » Mais le résultat était nul, et, au bout d'une demi-heure, Harriet était aussi anxieuse et inquiète qu'auparavant. À bout de ressources, Emma chercha à faire vibrer une autre corde chez Harriet, et elle lui dit « En vous laissant aller à être si malheureuse à cause du mariage de M. Elton, vous ne pouvez me faire sentir plus durement l'erreur dans laquelle je suis tombée. C'est moi qui suis responsable de tout. Je ne l'ai pas oublié. Je vous assure. Trompée moi-même. Je vous ai trompée à mon tour. Ce sera pour moi un sujet de triste méditation. » Harriet fut trop touchée de ce discours pour pouvoir faire mieux que de protester par quelques monosyllabes. Emma continua. « Je ne vous avais jamais dit, Harriet. Faites des efforts à cause de moi. Pensez moins, parlez moins de M. Elton, par égard pour moi. Vous aviez d'autres motifs d'agir ainsi. Et plus grave, j'ai fait appel à votre raison, vous représentant la nécessité de prendre l'habitude de rester maître de soi, l'importance de ne pas provoquer les soupçons des autres, l'urgence de sauvegarder votre santé. Mon seul but était de vous éviter des souffrances inutiles. Peut-être, pourtant, ai-je quelquefois pensé qu'Harriet ne pouvait pas oublier les égards que l'affection doit inspirer. » Cet appel au sentiment d'Harriet fut en partie couronné de succès. L'idée de manquer de reconnaissance et de considération pour mademoiselle Woodhouse la rendit tout à fait malheureuse. « Vous avez été pour moi la meilleure des amies. Personne ne vous vaut. Je n'aime personne autant que vous. Je sais combien j'ai été ingrate, mademoiselle Woodhouse. » Ces protestations appuyées de la plus tendre mimique touchèrent le cœur d'Emma. « La spontanéité d'un cœur aimant a un charme incomparable, se dit-elle ensuite à elle-même. C'est la nature affectueuse de mon père et d'Isabelle qui les font aimer de tous. Je n'ai pas ces qualités, mais je sais les apprécier et les respecter. Harriet m'est de beaucoup supérieure à ce point de vue. Chère Harriet, je ne voudrais pas vous changer pour la plus intelligente des créatures humaines. » Chapitre 32. Ce fut dans l'église d'Highbury que Madame Elton s'offrit pour la première fois au regard. Cette apparition suffit à interrompre les dévotions, mais non pas à satisfaire la curiosité. Emma tenait à présenter sans délai ses félicitations. Elle se décida à amener Harriet avec elle, afin d'adoucir pour son amie, dans la mesure du possible, l'émoi de la première entrevue. Néanmoins, Harriet se comporta fort bien et ne laissa pas percer son émotion. Elle était seulement plus pâle et plus silencieuse que de coutume. Naturellement, la visite fut courte. La gêne était inévitable de part et d'autre. Dans ces conditions, Emma se promit de ne pas porter un jugement hâtif sur la jeune femme. La première impression n'était pas favorable. Chez une étrangère, une jeune mariée, il y avait excès d'aisance. La tournure était agréable, le visage également, mais Emma ne discerna ni dans les traits, ni dans le maintien, aucune distinction naturelle. Quant à M. Elton, elle était disposée à se montrer indulgente. Les visites de noces sont, de toute façon, une épreuve redoutable. Il faut une extrême bonne grâce à un homme pour bien s'acquitter de sa fonction. Le rôle de la femme est plus facile, elle a toujours le privilège de la timidité. Dans ce cas particulier, il convenait de tenir compte, chez M. Elton, de la situation particulièrement délicate où il se trouvait. N'était-il pas entouré de la femme qu'il venait d'épouser, de la jeune fille qu'il avait demandée en mariage, et de celle qu'on lui avait destinée? Emma lui reconnaissait bien volontiers
le droit d'être mal à l'aise et de mettre quelque affectation à ne le point paraître. « Eh bien, mademoiselle Woodhouse, dit Harriet en quittant la maison. Eh bien, que pensez-vous de madame Elton? N'est-elle pas charmante ?» Emma hésita un moment et répondit « Oh oui, certainement, une très aimable jeune femme. Je la trouve très jolie. En tout cas, elle est fort bien habillée. Elle avait une robe très élégante. Je ne suis pas étonnée le moins du monde qu'il en soit tombé amoureux. Rien n'est moins surprenant. Une jolie fortune qui s'est trouvée sur son chemin. » Certainement, reprit Harriet avec un soupir. Elle doit avoir un grand attachement pour lui. C'est possible, mais tous les hommes n'ont pas le bonheur d'épouser la femme qui les aime le plus. Mademoiselle Hawkins, sans doute, désirait s'établir, et elle a pensé qu'elle ne trouverait pas mieux. Oui, dit Harriet, elle a eu bien raison. Il est impossible d'imaginer un meilleur parti. Eh bien, je leur souhaite de tout mon cœur d'être heureux. Et maintenant, mademoiselle Woodhouse, je ne crois pas qu'il me sera pénible de les revoir. J'admirerai toujours monsieur Elton, mais je le considérerai sous un autre jour. La pensée qu'il a fait un bon mariage me console. Heureuse créature. Il l'a appelée Augusta. Comme c'est délicieux. Peu de jours après, monsieur et madame Elton vinrent à Hartfield, et Emma fut à même de se former une opinion. Elle était seule avec son père. Monsieur Elton entretint monsieur Woodhouse, et elle put se consacrer à la jeune mariée. Un quart d'heure de conversation suffit à la convaincre que madame Elton était une femme vaine, contente d'elle-même, pleine de prétentions. Ses manières avaient été formées à mauvaise école. Elle était impertinente et familière. Elle ne paraissait pas sotte, mais Emma la soupçonna de ne pas être particulièrement instruite. Madame Elton commenta aussitôt pour faire part à Emma de la bonne impression que lui produisait Hartfield. « Cette maison me rappelle tout à fait Maple Grove, dit-elle, la propriété de mon beau-frère, M. Suckling. Cette pièce est précisément de la grandeur et de la forme de celle où ma sœur se tient le plus volontiers. » Elle en appela à M. Elton. « La ressemblance n'est-elle pas frappante? Et l'escalier? Quand je suis entrée, je n'ai pu m'empêcher de pousser une exclamation. J'ai, je dois l'avouer, une grande prédilection pour Maple Grove, que je considère comme mon véritable home. Si jamais mademoiselle Woodhouse vous êtes transplantée comme je le suis, vous comprendrez combien il est délicieux de rencontrer sur son chemin un décor familier. » Emma fit une réponse aussi évasive que possible, mais madame Elton s'en contenta et reprit. « Le parc, également, est tout à fait dans le même style. Il y a à Maple Grove des lauriers en abondance comme ici, et disposés d'une manière identique. J'ai aperçu un grand arbre encerclé d'un banc, qui a éveillé chez moi de tendres souvenirs. Mon beau-frère et ma sœur seront enchantés de Hartfield. Des gens qui possèdent eux-mêmes de vastes propriétés, prennent toujours intérêt au domaine du même genre. » Emma doutait fort de la vérité de cet aphorisme. Du reste, évidemment émis pour amener un parallèle flatteur. Aussi se contenta-t-elle de répondre « Quand vous aurez parcouru ce pays, les charmes d'Hartfield vous apparaîtront, je le crains, plus modestes. Le Surrey est très favorisé au point de vue du pittoresque. Oh, je sais parfaitement à quoi m'en tenir. Ce comté est le jardin de l'Angleterre. Oui, mais il ne faut pas appuyer notre opinion sur ce dicton, car, si je ne me trompe, plusieurs autres provinces se parent de cette couronne. Je ne l'ai jamais entendu dire, assura madame Elton avec un sourire satisfait. Emma n'insista pas. Mon beau-frère et ma sœur nous ont promis de venir nous voir au commencement de l'été, continua madame Elton. Pendant leur séjour, nous comptons explorer le pays. Ils amèneront probablement leur landau dans lequel 4 personnes tiennent à l'aise. De cette façon, nous serons à même de visiter les différents sites fort commodément. À cette époque de l'année, ils n'auront certainement pas l'idée de voyager dans leur berline, mais pour éviter toute surprise, je vais leur écrire à ce propos. Monsieur Suckling aime beaucoup les excursions. L'été dernier, nous avons été jusqu'à King Weston, dans les meilleures conditions, précisément après l'acquisition du landau. Je suppose, mademoiselle Woodhouse, que vous faites souvent de grandes promenades. Non, nous sommes un peu éloignés des points de vue réputés, et d'autre part, nous sommes tous ici, je crois, extrêmement casaniers et peu disposés à organiser des parties de plaisir. Personne n'est plus attaché à son home que moi. Mon amour de la maison était passé en proverbe à Maple Grove. Combien de fois Célina n'a-t-elle pas dit en se mettant en route pour Bristol « Je renonce à demander à Augusta de m'accompagner. Je déteste pourtant bien être assise seule dans le landau,
mais je sais par expérience qu'il n'est pas possible de lui faire franchir la grille du parc. En même temps, je ne suis pas partisan d'une réclusion absolue. J'estime au contraire qu'il faut se mêler au monde et prendre part avec mesure aux distractions de la société. Néanmoins, je comprends parfaitement votre situation, mademoiselle Woodhouse. L'état de santé de votre père doit être pour vous un empêchement sérieux. Pourquoi n'essaye-t-il pas le traitement de Bath? Laissez-moi vous recommander Bath. Je suis sûre que les eaux réussiraient parfaitement à monsieur Woodhouse. Mon père a suivi ce traitement à maintes reprises autrefois, mais sans profit, et M. Perry, dont le nom ne vous est sans doute pas inconnu, ne juge pas opportun de le lui conseiller actuellement. Je vous assure, mademoiselle Woodhouse, qu'on obtient des résultats incroyables. Pendant mon séjour à Bath, j'ai été à même de constater des cures merveilleuses. D'autre part, les avantages de Bath pour les jeunes filles sont connus. Ce serait un excellent milieu pour vos débuts dans le monde. Un mot de moi vous ferait accueillir cordialement par la meilleure société de l'endroit. Mon amie intime, Madame Partridge, la dame chez qui j'ai toujours habité pendant mes séjours à Bath, serait trop heureuse de s'occuper de vous et de vous servir de chaperon. Madame Elton se tut à cet endroit de son discours. Ce fut heureux, car elle avait atteint la limite de ce qu'Emma pouvait entendre sans être impolie. Celle-ci frémit à l'idée d'être l'obligée de Madame Elton, d'aller dans le monde sous les auspices d'une amie de cette dernière, probablement quelque veuve vulgaire et intrigante. La dignité de mademoiselle Woodhouse était véritablement écrasée. Néanmoins, elle s'efforça de dissimuler son irritation et se contenta de remercier froidement madame Elton. « Il ne peut être question pour nous d'aller à Bath, répondit-elle. Je ne suis pas sûre du reste si l'endroit me conviendrait plus qu'à mon père. » Pour éviter le retour de nouveaux outrages, Emma se hâta de changer de conversation. « Je ne vous demande pas si vous êtes musicienne, madame Elton. Dans ces occasions, on est généralement au courant de toutes les qualités d'une personne avant de la connaître. Highbury sait depuis longtemps que vous avez un talent supérieur. »« Oh non, pas du tout. Je proteste contre cette allégation. Réfléchissez à quelle source vous avez puisé vos informations. J'aime beaucoup la musique, passionnément même, et je ne suis pas, au dire de mes amis, dépourvue de goût. Mais quant au reste, sur mon honneur, mon jeu est tout à fait médiocre. Mais vous, mademoiselle Woodhouse, vous jouez, paraît-il, délicieusement. Ce sera une vraie joie pour moi de vous entendre. Je ne puis pas, à la lettre, me passer de musique. Au début de notre engagement, M. Elton, en me décrivant ma future résidence, m'exprimait sa crainte que je ne trouvasse la vie trop retirée. Il s'inquiétait aussi de l'infériorité de la maison. Je lui répondis « Je renonce volontiers au monde, au théâtre, au bal, et je ne crains pas du tout la solitude. 2 voitures ne sont pas nécessaires à mon bonheur, pas plus que des appartements d'une certaine dimension. Mais, en toute franchise, je vous avoue que je m'habituerais difficilement à vivre dans un milieu où la musique ne serait pas en honneur. » Il me tranquillisa aussitôt. « Sans aucun doute, reprit Emma en souriant, M. Elton a courageusement affirmé que vous trouveriez à Highbury une réunion de mélomanes. Vous jugerez qu'il a outrepassé la vérité plus qu'il n'était nécessaire. Je n'ai plus aucune inquiétude à ce sujet. Je suis enchantée. Nous devrions, mademoiselle Woodhouse, fonder un club musical et avoir des réunions hebdomadaires chez vous ou chez moi. Qu'en dites-vous? Si nous nous donnons la peine de faire les premiers pas, je suis sûre que nous serons bientôt suivis. De cette façon, je serai forcée d'étudier régulièrement. Les femmes mariées ont une détestable réputation à ce point de vue. Elles sont très enclines à abandonner la musique. Pour vous qui êtes si passionné, ce ne peut être le cas? Je l'espère, mais véritablement, je ne puis m'empêcher de trembler en regardant autour de moi. Célina a complètement renoncé à la musique. Elle n'ouvre jamais son piano, et pourtant elle jouait d'une façon charmante. Madame Jeffreys, née Clara Partridge, les demoiselles Milmans, maintenant Madame Bird et Madame James Cooper, sont dans le même cas. Sur ma parole, il y a de quoi se sentir inquiète. Je me suis souvent querellée à ce propos avec Célina, mais aujourd'hui je me rends compte des multiples occupations d'une femme mariée. Je lui trouve des excuses. Je suis demeurée ce matin enfermée près d'1 heure avec ma femme de charge. Mais une fois votre maison organisée, cela marchera tout seul. Eh bien, reprit madame Elton en riant, nous verrons. Emma renonça à combattre une obstination si singulière, et après quelques instants de silence, madame Elton aborda un autre sujet. Nous avons été faire une visite à Randalls, dit-elle. Ils étaient tous 2 à la maison. Ils m'ont laissé une excellente impression. Monsieur Weston paraît un charmant homme.
pour lequel je ressens déjà une véritable prédilection, et je trouve qu'il y a chez madame Weston une sorte de douceur maternelle particulièrement touchante. Elle a été votre gouvernante, n'est-il pas vrai? Emma fut tellement surprise de ce manque de tact qu'elle ne sut que répondre. Du reste, madame Elton se hâta de continuer. Étant au courant de cette circonstance, je fus un peu étonnée de la trouver si comme il faut. C'est vraiment une femme du monde. Les manières de madame Weston, reprit Emma, ont toujours été parfaites. Leur élégance, leur simplicité, leur discrétion peuvent être données comme modèle à une jeune femme. Nous avons eu une surprise au moment de prendre congé. Devinez qui est entré dans le salon. Et Emma n'avait pas idée à qui madame Elton voulait faire allusion. Le ton indiquait une certaine intimité. Knightley, continua madame Elton. Knightley lui-même. J'ai été d'autant plus heureuse de le rencontrer que je n'étais pas chez moi lors de sa venue à la maison. Je nourrissais un vif désir de faire la connaissance de l'ami intime de M. Elton. J'avais si souvent entendu mentionner mon ami Knightley. Je dois rendre justice à mon caro sposo. Il n'a pas à rougir de son ami. C'est bien le type de l'homme distingué. Il me plaît beaucoup. L'heure du départ sonna enfin et Emma put respirer. « Quelle insupportable créature !» s'écria-t-elle. « Elle surpasse de beaucoup mes prévisions les plus pessimistes. »« Knightley ! Je n'aurais pu le croire si on ne me l'avait raconté. Elle ne l'a auparavant jamais vu de sa vie, et elle l'appelle Knightley. Elle lui décerne un certificat de distinction. Je doute qu'il lui retourne le compliment. Je n'ai jamais vu une pareille vulgarité aggravée de prétentions aussi exorbitantes et d'une élégance de mauvais aloi. Que dirait Frank Churchill s'il était là? Comme il se serait diverti et moqué. » Ces pensées se succédèrent rapidement dans l'esprit d'Emma, et quand son père, une fois le brouhaha du départ apaisé, eut repris sa place, elle se trouva prête à lui donner la réplique. « Eh bien, ma chère, dit M. Woodhouse, c'est une aimable jeune femme, et je suis sûr que vous lui avez fait une excellente impression. Elle parle un peu trop vite. J'ai l'oreille, il est vrai, extrêmement susceptible. Je n'aime pas les voix étrangères. Personne, du reste, n'a un timbre et une élocution comme vous et mademoiselle Taylor. Néanmoins, elle semble très bien élevée, et je ne doute pas qu'elle ne soit une excellente femme pour M. Elton. J'ai fait toutes les excuses possibles de n'avoir pas pu leur rendre visite à cette heureuse occasion. J'espère être en état d'aller chez eux pendant le courant de l'été. Mais je n'aime pas, je l'avoue, tourner le coin de Vicarage Lane. Je suis sûre que vos excuses ont été acceptées. M. Elton connaît vos habitudes. Malgré tout, à moins d'impossibilité, je n'aurais pas dû me soustraire à cette obligation. J'ai forfait à toutes les règles de la politesse. Mon cher papa, vous n'êtes pas partisan du mariage. En conséquence, pourquoi vous montrez si anxieux de témoigner votre respect à une nouvelle mariée? Cet état ne devrait pas être une recommandation pour vous. C'est encourager les gens à se marier que de leur prodiguer des marques d'attention. Non, ma chère, mais il faut avoir des prévenances pour une jeune femme dans cette situation. Une nouvelle mariée a droit à la première place partout où elle se trouve. Eh bien, papa, je n'aurais jamais cru que vous donneriez votre appui à des coutumes qui vont à l'encontre de vos idées. Ma chère, vous ne me comprenez pas, c'est une question de bonne éducation. M. Woodhouse devenait nerveux, et Emma n'insista pas.